Bien, donc, je ne sais pas si... oui. Bonjour à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, au titre, donc c'est Guingamp Papa l'agglomération dans le cadre de sa politique de revitalisation des territoires organise ces cafés de la revitalisation qui ont comme objectif de nous permettre à tous de réfléchir sur comment on voit notre territoire et à partir de quelques expériences, quel devenir, comment on imagine l'évolution de notre organisation et de notre territoire en vue de la revitalisation de chacun de nos bourgs, et ça c'est l'essentiel. La revitalisation, comment on se l'approprie, comment chacun est acteur de cette revitalisation. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de travailler sur la thématique des églises et du patrimoine religieux. Pour cela, nous avons donc invité Eugénie Bellac et Jean Gervilly et David Crass qui vont nous parler de l'expérience qu'ils ont. Donc on va tenter de réfléchir effectivement à nos églises et comment elles évoluent. Donc j'ai le plaisir d'être accueilli à Belle-Île par monsieur le maire qui nous fait le plaisir de nous recevoir. Merci Elisabeth, et je tiens à remercier aussi GPA pour cette initiative qu'ils ont prise. Donc je crois qu'on est arrivé au 4e ou 5e café de la revitalisation. 4e. Voilà, donc je les ai suivis, j'ai suivi 2. J'ai pas pu aller à celui de l'Ogivie de la Mer. Donc des thèmes très intéressants, très constructifs. Bon, je vous dirai de suite que c'est pas ici qu'on va trouver la solution pour sauver notre Église, mais il y a quand même de bonnes informations, des expériences à partager, et c'est grâce à ça qu'on avancera aussi sur ce dossier qui est très difficile à gérer pour nous, hein, parce qu'on se rend compte que notre Église, où il y a eu une étude de fait, Église fermée depuis 4 ans quand même, et bon, c'est compliqué pour nous de gérer ce dossier-là. Une nouvelle municipalité qui a pris le relais de l'ancienne qui avait travaillé dessus, et on n'a toujours pas trouvé de solution. Avec un devis, une prévision de travaux très très élevée, hein, puisqu'on parle d'une somme de 4,5 millions, et vous comprendrez très facilement que pour une commune comme Belle-Île-en-Terre, on n'a pas cet argent-là pour mettre dans l'église. Bon, donc cette réunion se déroule ici, et c'est l'ancienne église de Belle-Île-en-Terre. Donc ancienne église où il y a eu des cultes religieux jusqu'en 1880, et après donc la nouvelle église a pris le relais. Bon, cette nouvelle église, il y a des dysfonctionnements au niveau du clocher, un peu au niveau de la charpente, au niveau des vitraux, et un problème d'humidité aussi. Donc il y a pas mal de choses à faire dedans. On va essayer d'avancer tranquillement dessus, même si pour certains on ne va pas assez vite ou on ne commence pas très très rapidement. Je tiens à dire aussi que si l'Église est dans cet état-là, c'est que peut-être il n'y a pas eu ce qu'il aurait dû être fait avant dessus, parce que vous savez que ça a des coûts, et il y avait sans doute autre chose à faire pour la commune de Belle-Île-en-Terre. Donc on ne laisse pas tomber ce dossier-là, hein, et je vois qu'il y a beaucoup de Belle-Îlois dans la salle, donc les Belle-Îlois s'intéressent et sont soucieux du devenir de l'Église. Bon, on entend dire aussi qu'une commune sans église au milieu de la paroisse, il manque quelque chose. Au niveau de Belle-Île, on a quand même une chapelle magnifique, classée, et sur laquelle on fait des travaux régulièrement pour que justement il n'y ait pas de problème comme on a avec notre église Saint-Jacques ici au milieu de la ville. Je voulais remercier aussi Elisabeth pour le travail qu'elle fait, Mélanie, Sean, et je remercie M. Govny parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer déjà par rapport à la problématique de notre Église. On espère qu'on arrivera à travailler ensemble pour que cette Église réouvre un jour. Donc je ne vais pas monopoliser la parole non plus, et merci à vous d'être venus, on aura l'occasion de débattre, et n'hésitez pas à poser vos questions non plus. Merci.
Juste un petit détail technique, l'événement est filmé. Donc pour celles et ceux qui ne souhaitent pas apparaître dans la vidéo, je vous invite plutôt à aller au fond de la salle à droite. Voilà. Je relaisse la parole à Christophe. Merci. Donc le 4e café, monsieur le maire nous l'a précisé. On va aujourd'hui traiter de la question des églises, vous l'avez bien compris, et on va d'abord on va écouter Eugénie Bellac, donc une collègue du CIE du Calvados, où ils ont traité de cette question de l'église et de ses usages dans un colloque. Donc c'est ce travail-là que tu vas nous restituer. Voilà, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, effectivement, comme l'a dit Christophe, donc je travaille dans le CIE 14. Donc, on a organisé un colloque en 2019. Et à la suite de ce colloque, donc pour aller un peu plus loin, on est allé sur la proposition d'un appel à idées sur la question du devenir des églises, parce que, comme partout, il y a un recul de l'usage en fait religieux dans ces bâtiments-là. Ça a un coût pour les communes, parfois des communes qui ont plusieurs édifices religieux à entretenir. Et donc comment est-ce qu'on peut faire la question c'est comment est-ce qu'on peut faire vivre ces bâtiments, et est-ce qu'on peut aller vers quelles pistes on peut avoir pour les penser dans l'avenir et les garder en tant que patrimoine. Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités qui ont été explorées, avec des exemples existants en France et au Québec. Donc la première partie, ça va être partager l'espace et le sens de l'Église, avec un exemple français qui s'appelle Vendée Vitrail, où ils partagent du coup l'usage du bâtiment dans le temps, c'est-à-dire que une partie de l'année, c'est un édifice religieux, et l'autre partie de l'année, c'est un musée du vitrail. Ensuite, il va y avoir le centre multifonctionnel de la Durantaye. Donc là, on est du coup au Québec, dans une commune de 500 habitants. Et la question se posait d'une salle polyvalente dans la commune. Il y avait un problème d'entretien du bâtiment. Et du coup, la décision a été prise de transformer ce bâtiment-là de telle manière qu'il puisse accueillir d'autres usages que l'usage religieux. C'est assez intéressant. Et enfin, on va peut-être aborder la question qui est peut-être un peu sensible aussi, qui est le changement d'affectation du bâtiment de l'église. Donc on a un exemple du coup à Bayeux dans le Calvados, qui est l'auditorium Saint-Laurent. Donc une petite église en fait qui a été transformée en auditorium. Et enfin, on va aborder la question de l'appel à idées, parce qu'en fait, c'est facile entre guillemets, facile de penser un usage culturel des églises, mais si on essaye d'aller vers d'autres questionnements, est-ce que ça peut devenir, par exemple, un pôle de santé, un espace d'accueil touristique, ou encore imaginer une salle polyvalente avec peut-être des grénothèques ou des espaces pourquoi pas du sport. Enfin, voilà, on peut ouvrir la réflexion. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il va falloir faire. Enfin, voilà, c'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est des réponses qui ont été apportées dans certains contextes, et c'est intéressant de s'en inspirer pour répondre au mieux aux enjeux actuels. Du coup, on va commencer par Vendée Vitrail. Alors, ça va être assez court. En fait, je présente les exemples de façon assez synthétique. Ici, donc en fait, la problématique, c'était que le bâtiment était devenu dangereux. Il y a eu des chutes de pierres dans l'église qui ont obligé à sa fermeture. Dans ce cas-là, les élus se sont posé la question de la démolition, ce qui n'est pas une option qui a été retenue en raison de la qualité des vitraux du bâtiment, qui était intéressant pour l'histoire de la Vendée, puisque c'était des maîtres verriers qui racontaient en fait toute l'époque de la Révolution à travers les vitraux, et ils ont réussi à avoir des financements importants pour, dans un premier temps, restaurer le bâtiment, et dans un second temps, le transformer et aller vers un usage partagé en fait de l'église. Et ça, c'est un exemple qui est assez rare en fait, puisque c'est une église qui est encore affectée au culte. C'est-à-dire que les églises, en fait, peut-être vous le savez déjà, mais elles sont la partie entretien du bâtiment est gérée par les communes, mais l'affectation est gérée par les religieux, donc par l'Église catholique. Donc en fait, il faut un accord de l'affectataire pour
transformer le lieu ou pour avoir un autre usage dans ce bâtiment-là. Ce qui fait que là, en fait, ils ont trouvé un accord qui font que une partie de l'année, en fait, pendant toute la partie où il y a les fêtes religieuses, c'est une église. Ça n'est absolument pas un musée du vitrail. Et pendant la saison touristique, en fait, ça n'est plus une église, ça devient un musée du vitrail. Et ils ont une temporalité, une gestion de la temporalité et de l'espace qui est assez intéressante. Et ils ont fait quelque chose d'assez simple, en fait, au niveau de la modularité du bâtiment. C'est-à-dire que bon, il y a l'autel qui est vraiment la partie qui veut absolument pas être touchée, être transformée parce qu'elle est sacrée. Ici, on a un vitrail qui était destiné à Notre-Dame, mais qui a finalement pas été utilisé à Notre-Dame et qui était pareil un maître verrier de Vendée. Et du coup, ils ont par une astuce de mobilier, en fait, ils ont simplement fait en sorte que le siège en fait bascule d'un côté et de l'autre quand on se tourne soit vers l'autel, soit vers le vitrail. En fonction de l'usage du bâtiment. Et pareil, c'est un plan carré, mais bon, ce qui peut être appelé les collatéraux, en fait, qui fait tout le tour. Il y a toute une scénographie d'exposition autour du vitrail. Voilà, donc ça, c'est un exemple donc, qui est quand même assez exceptionnel, puisqu'il y a eu beaucoup de financement à la fois... alors, il y avait 1,2 million d'euros, donc il y avait la moitié qui a été affectée à la rénovation, l'autre moitié qui a été affectée au projet en lui-même. Et ils ont eu des fonds européens, de la région, du département et de l'État qui font qu'ils ont eu plus que 250 000 euros à charge de la commune. Donc, voilà. C'est juste pour un petit plan succinct sur le montage financier. Ensuite, le centre multifonctionnel de la Durantaye au Québec. Alors là, c'est l'église avant travaux, donc un plan assez classique avec une nef centrale, des collatéraux. L'église qui se reconnaît. Une petite commune avec 755 habitants. Et voici la transformation en fait qui a été faite. Donc les collatéraux, il y a eu on ne touche pas à l'espace central de la nef, en fait, qui reste un espace de rassemblement. Les collatéraux sont aménagés de telle manière qu'il peut y avoir une petite cuisine ou des pièces qui sont réaffectées pour d'autres usages. Donc voilà, juste avec un léger cloisonnement, du coup un changement de mobilier aussi qui permet une plus grande modularité et un rideau en fait qui permet ici de cacher le chœur quand le bâtiment n'est pas en usage religieux. Ce sont des petits impacts en fait sur, peut-être le mot impact n'est pas forcément bon, mais des petites transformations ponctuelles et assez légères qui permettent à la fois de garder l'identité du lieu, sa fonctionnalité, sa logique spatiale, et en même temps de le transformer pour les nouveaux usages et pour aller vers une certaine modularité et polyvalence des espaces. Donc c'est assez intéressant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, en fait, contrairement à la France, c'est l'Église qui gère ce patrimoine-là. Ce qui fait qu'ils sont peut-être... ils ont plus ces questions-là au quotidien à gérer, ce qui fait qu'ils ont plus de facilité, je ne sais pas, mais en tout cas, ils prennent à un moment donné certaines décisions quant au partage de ces bâtiments-là, voire à la vente de ces bâtiments quand il n'y a plus d'usage religieux. Et il y a d'autres exemples où, par exemple, le bâtiment est racheté par des particuliers, mais il y a une partie oratoire qui peut être conservée dans le bâtiment et qui est ponctuellement louée en fait, à l'église. Voilà, pour les besoins religieux. Donc voilà, c'est un exemple en fait où on voit, une autre photo où on voit la partie du coup avec le chœur qui est soit masqué, soit visible grâce à ce rideau qui se baisse et qui se descend. Et puis la partie conférence. Là, c'est le CAE de Nancy CAE 54 qui était parti sur place visiter ce bâtiment-là. Ensuite, on va continuer avec une vraie transformation d'église. Donc, on n'est pas sur un usage partagé, mais on va être sur un usage du coup transformé, un changement d'affectation du bâtiment. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, quand vous regardez ces deux photos, on n'a pas l'impression du tout que c'est le même bâtiment. Quand on est à l'intérieur dans la partie justement auditorium, donc c'est un auditorium, 250 places qui était la commande faite par la commune. On n'imagine absolument pas qu'on est dans une ancienne église. Et quand on regarde à l'extérieur, on ne se dit absolument pas que c'est
de l'extérieur, on ne se dit absolument pas que c'est un auditorium. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a eu le choix qui a été fait en lien entre l'architecte et l'architecte des bâtiments de France, qui a été de garder les vitraux en fait, visibles à l'extérieur, ce qui fait qu'on garde l'identité, on va dire, urbaine un petit peu du bâtiment, qui signifie toujours l'église, mais qui répond à de nouveaux besoins. Et alors, au niveau de la partition spatiale, en fait, l'auditorium, c'est quelque chose qui marche plutôt bien, dans le sens où ici, donc on est sur une coupe du bâtiment, on rentre ici, on a la porte d'entrée par là. Ils ont créé un plancher, un voile béton incliné de manière à avoir ici tous les gradins, qui sont amovibles également. Ici, l'espace scénique. Là, on a un arche, en fait, qui marque, en fait, qui garde l'histoire du bâtiment et qui reste une trace, en fait, de l'ancienne affectation du lieu à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un peu la même logique spatiale, même si c'est une autre affectation. C'est-à-dire qu'ici, on pouvait avoir les fidèles qui étaient présents de la même manière qu'on a les spectateurs. Et là, on a la scène avec l'action qui se déroule. C'est assez intéressant, en fait, de retraduire, en fait, dans le langage, en fait, scénique, le langage religieux, en sachant quand même que le religieux et le théâtral, en fait, au départ, c'était quand même très lié, et c'était les mêmes fonctions, en fait, dans la Grèce antique notamment. On va continuer. Et du coup, donc, il y a ces usages qui sont un peu on va dire, entre guillemets, faciles à penser, parce que l'usage culturel, en fait, c'est quelque chose qui se passe aussi naturellement dans les églises. Les religieux invitent parfois pour des concerts, des spectacles aussi qui ont lieu dans les églises. Donc, est-ce qu'on peut imaginer d'autres affectations de ces lieux-là ? Et du coup, on a lancé un appel à idées pour lequel on n'a pas eu énormément de réponses, mais on a quand même eu des réponses. Du coup, on a proposé 3 sites avec 3 façons d'envisager la transformation des églises. Donc ces 3 sites qui sont dans le Calvados, je passe un petit peu vite. L'idée, c'est d'avoir, dans le premier site, on avait les usages partagés. Le deuxième, on voulait changer d'affectataire et proposer un pôle de santé de manière à coupler un petit peu les 2 problématiques des déserts médicaux et de la problématique des églises qui sont vides. Et enfin, on a proposé un pôle touristique. Mais là, on va rester sur la question du site de Trouville avec le pôle de santé. Et donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une église qui est assez importante et assez volumineuse. Elle est assez majestueuse. En fait, il y a une pente, en fait, au sommet. Enfin, voilà. Elle est très présente, en fait, dans le paysage avec son clocher. Elle est au sommet d'une pente et on la voit. Enfin, elle est très 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 visible. Il y a un emmarchement important pour y accéder. Donc, ça pose aussi des questions d'accessibilité, mais surtout la question du volume. En fait, ici, on a quand même 15 mètres sous voûte, là, 7,50 mètres. C'est quand même assez important. Comment est-ce qu'on habite ce volume-là ? Comment est-ce qu'on le cloisonne aussi pour aller vers un usage, en fait, on imagine qu'il y a plusieurs praticiens qui vont l'utiliser. Et en même temps, comment est-ce qu'on garde ce patrimoine ? Du coup, on avait une magnifique voûte sous pendentif, en fait, au niveau de la croisée du transept, donc ici, qu'on peut voir sur les photos. Voilà, du coup, on a eu deux projets qui sont ressortis. Donc un premier projet, en fait, l'idée c'était de ne pas avoir trop d'impact sur l'extérieur du bâtiment. Ils avaient le droit d'agrandir les ouvertures des vitraux si besoin, donc c'est ce qui a été fait par les candidats lauréats. Mais il n'y avait pas le droit, en fait, de rajouter des volumes, de trop transformer, en fait, l'architecture du lieu. Donc ils ont vraiment respecté ce défi-là, en fait, en répartissant du coup sur plusieurs niveaux les parties, donc accueil du public, il y a un ascenseur d'accès, les différents services de soins, en fait, qui sont répartis par couleur. En bleu, on a tous les locaux communs, et au dernier étage, on avait demandé des espaces, en fait, de réunion pour les praticiens. Donc il y a
En fait, ce projet-là, ce qui est intéressant, c'est que ça montre en fait la possibilité de partitionner le lieu sans pour autant complètement perdre l'identité du bâtiment, puisqu'on voit bien au centre que toute la partie nef centrale et puis toute cette grande continuité en fait, qu'on a dans le bâtiment, quand on rentre, on la retrouve. Et pareil, au niveau de la hauteur du bâtiment, ils ont fait attention à avoir garder la hauteur en fait, de garder en fait ce qui fait le caractère exceptionnel de ces bâtiments avec cette grande hauteur sous voûte. Non, là c'est bon. Voilà, donc là on est en coupe, on voit bien la partition en fait par étage. Et là c'est le dernier niveau du coup qui est uniquement dans la partie nef et pas du tout dans la partie du chœur et sur le transept où on se retrouve avec du coup une continuité, je ne suis pas dans le bon sens, une continuité entre du coup le chœur et puis cette coupole sous pendentif qui était assez exceptionnelle. Voilà, donc là c'est le projet qui est avec des vues. On se projette un petit peu dedans. Mais alors c'est un peu particulier parce qu'ils ont décidé en fait de mettre des matériaux qui vont refléter la lumière, parce qu'il y a quand même une problématique de luminosité. Comment est-ce qu'on fait rentrer la lumière en fait dans ce bâtiment-là une fois qu'on a commencé à partitionner? Et du coup, c'était une solution qui avait été proposée. Voilà, quelques images supplémentaires. Et là, c'était le projet mention qui est un peu le même principe en fait. Il n'y a pas une grande différence entre les deux, si ce n'est sur le rapport au patrimoine et du coup la continuité entre la nef et du coup la coupole sur pendentif. Et l'autre avait été plutôt préféré en raison de la continuité entre la coupole sur pendentif et le chœur. Et là, c'est assez intéressant. Enfin, la vue était assez belle avec les deux escaliers hélicoïdaux. Enfin, il y a un principe en fait assez naturel qui se fait de laisser l'espace central libre et d'aller occuper les collatéraux. Voilà, je pense que c'est bon. Quelques exemples simplement de recherche sur le sujet. Voilà, en sachant que ce ne sont pas des projets qui étaient réel, en fait, c'était vraiment un appel à idées. Voilà, alors on va pratiquer l'exercice des questions-réponses, peut-être entre les deux interventions, parce que c'est vrai que le deuxième sujet traite de l'Église, mais tu as peut-être des compétences un petit peu particulières autour de la façon dont les règles s'appliquent sur les bâtiments religieux. On est sur des bâtiments très particuliers, oui, qui sont propriétés souvent des municipalités, mais les règles qui s'appliquent sont des règles différentes aux règles habituelles, puisque c'est le code canonique qui s'applique. Oui, alors il y a plusieurs choses. En fait, oui, effectivement. Alors le droit canonique, alors je ne suis pas spécialiste non plus, mais on avait invité quelqu'un de la Conférence des évêques de France à venir nous en parler pendant le colloque. Et c'est vrai qu'il y a des règles qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Notamment sur le partage du bâtiment, il faut qu'il y ait un accord spécifique en fait des religieux. Enfin, il faut qu'il y ait un accord qui soit donné en fait. Alors, moi, j'avais compris que ces règles s'appliquaient sur le monde entier, mais finalement, on voit qu'au Québec, oui, ils pratiquent d'une autre façon qu'en France, et ça peut être une des raisons aussi pour lesquelles on a du mal à trouver des solutions pour réaffecter les églises en France. Oui, alors je ne sais pas si c'est uniquement les règles canoniques, parce qu'effectivement, elles sont censées être les mêmes partout, mais là, je ne suis pas spécialiste en fait du droit canonique. Par contre, il n'y a pas les mêmes... ce qui a la grande différence, en fait, c'est qu'on n'est pas justement les propriétaires en France, donc les personnes qui sont censées... payer les travaux et faire l'entretien du bâtiment sont les communes pour les églises qui ont été construites avant 1905, et celles qui sont construites après sont à charge du coup de l'église, à l'exception des reconstructions aussi des anciennes églises après-guerre qui
sont aussi à charge des communes. Les cathédrales sont à charge de l'État. Mais du coup, il n'y a pas la même gestion. C'est-à-dire qu'au Québec, par exemple, comme c'est l'Église qui gère les bâtiments religieux, s'ils ne sont pas en capacité financière d'entretenir le bâtiment, à un moment donné, ils sont en capacité de prendre la décision de vendre le bâtiment ou de se séparer du bien qu'ils ne peuvent pas entretenir. Donc, la question que ça peut nous poser à nous, parce que est-ce que donc il y a ce partenariat du coup entre nécessairement par rapport au devenir de ces bâtiments entre l'Église et les communes, mais est-ce que à un moment donné il ne faut pas, même si c'est pas l'année prochaine, même si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce qu'il ne faut pas envisager dans les cas où l'usage religieux suffit pas, est-ce qu'il ne faut pas envisager un usage partagé, voire un changement d'affectation du bâtiment? Oui, juste pour vous préciser, alors je suis Loïc Blin, l'économe du diocèse de Saint-Brieuc. Voilà, juste pour préciser que l'usage des églises n'est pas réglé par le code de droit canonique, mais par la loi de 1905, tout simplement, qui fournit à l'affectataire, qui est le curé, des droits qui sont inscrits dans la loi de 1905. Donc si vous voulez changer les choses, il faut changer la loi de 1905. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est-à-dire que les mairies, les communes sont propriétaires civils de l'Église, mais un maire ne peut pas déloger un curé. Voilà ce que je voulais vous dire, sauf à discuter. Et bien sûr, l'Église catholique est tout à fait ouverte aux discussions. On connaît très bien les contraintes des communes. En tout cas, on remercie toujours, l'évêque le fait systématiquement, les maires qui s'occupent bien de leurs églises, de nos églises, qui sont des patrimoines, et puis qui donnent un sens aussi à la vie, bien sûr, à la vie religieuse, à la vie de la communauté catholique, mais aussi de la communauté entière. Voilà. Ce que je voulais préciser, c'est la loi de 1905, rien que la loi de 1905. Peut-être que d'autres personnes veulent poser des questions. Oui, vous parliez de l'église en Vendée. Primo, à quel endroit elle est exactement? Elle est à Mortagne-sur-Sèvre. D'accord. Et vous parliez, en fin de compte, ils sont partis d'un historique de leur fait de leurs vitraux. Certaines de nos églises en Bretagne ont quand même des particularités. Si je prends celle de Belle-Île, admettons, elle est rattachée quand même historiquement sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. On a une statue qui est classée, qui représente justement Saint-Jacques. Est-ce qu'en partant de ce postulat, il y aurait possibilité justement de faire quelque chose autour des anciens chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle sur la Bretagne, des choses comme ça, qui pourraient faire en sorte de peut-être d'avoir des subventions, parce que vu qu'elle est trop jeune pour pouvoir rentrer, pour être classée, ça pose aussi des problèmes. Alors c'est pas toi la spécialiste des Côtes d'Armor. Non, mais juste par rapport au classement, c'est pas une question d'âge en fait du bâtiment, c'est une question de qualité en fait spatiale. Enfin, il y a plein de choses qui sont pas liées à l'âge du bâtiment. Après, c'est une très bonne idée de s'inscrire dans le contexte local et peut-être, on pourrait presque imaginer d'avoir une partie hébergement, gîte, qui puisse permettre, de transformer le bâtiment. Enfin, toutes les idées en fait sont intéressantes à prendre. Et ce qui est intéressant du coup avec tous ces contextes différents, que ce soit en France ou au Québec ou même ici, c'est que c'est le contexte local qui fait qu'on sait quoi faire de son église. Par exemple, il y a une église qui a été transformée en salle d'affinage du fromage. Alors ça paraît toujours un peu étonnant, mais c'est vraiment parce que le contexte local le permet, parce qu'il y a une entreprise vraiment locale qui fait du fromage, qui à un moment donné s'étend, qu'il y a des discussions qui se font entre les partenaires et qui aboutissent à une transformation de l'église avec une partie oratoire. Et donc ça, c'est typiquement inscrit dans le territoire, ça pourrait complètement marcher, je pense. Très bien, pas d'autres questions. On va donc... une question, monsieur. Bonjour, je suis Eric Le Goff de l'association Les Amis du Patrimoine Belle-Îlois. Donc on se bagarre depuis pas mal de temps pour que le patrimoine vive à Belle-Île et que l'église perdure. Monsieur le maire annonce 4,5 millions de travaux. Ça c'est Arcaeb, le cabinet qui a fait une étude. Ils vont jusqu'à changer une vis sur la serrure.
Donc forcément, tout ça, ça se cumule. Ça fait peur à tout le monde. Et ici, on est victime d'un tox. On nous dit que l'église est prête à tomber, etc. C'est faux. Donc l'église va très bien. Elle nécessite des travaux. Aujourd'hui, nous, on va jusqu'à dire qu'elle est victime de sabotage. Le mot est fort. Mais on a la preuve. On a même fait un constat d'huissier. Voilà, donc on demande à la mairie de faire des choses qui ne sont pas très onéreuses. Hein. Mais aujourd'hui, quand vous voyez qu'il y a des travaux qui ont été faits pour sonder les fondations, que les trous ne sont pas rebouchés par du béton incompressible pour remettre en fait une solidité auprès des fondations. Le trou, il est toujours là, vous pouvez le voir. Vous pouvez aussi voir la descente de gouttière qui a été cassée, avec des milliers de mètres cubes d'eau qui s'engouffrent par ce trou pour aller peut-être abîmer les pieux qui soutiennent l'église. Nous ne comprenons pas ça. On veut travailler avec la mairie. On demande à avoir une convention tripartite pour pouvoir intervenir. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. D'accord ? Donc on espère avoir des subventions pour notre église, trouver effectivement des moyens d'avoir une autre affectation comme des concerts, des expositions, enfin plein de choses, tout en gardant le patrimoine et une visibilité sur l'église. Bon, un rideau qui est tiré devant l'autel, bon, ça va pour faire une conférence si vous voulez, mais le rideau, faut pas qu'il reste tiré. Les gens qui viennent dans un bourg, ils viennent pour admirer le patrimoine, hein, parce que ici on n'a pas de H&M ou de Vred ou tout ce que vous voulez pour qu'on passe son temps, mais on a quand même beaucoup de patrimoine. Nous, on œuvre pour ça. Alors, il faut faire attention à tous les on-dit. Notre église n'est pas en mauvais état, il y a des tirants à mettre dedans, il y a une poutre, on se bat depuis 3-4 ans, il y a un menuisier charpentier qui est venu, qui est étonné que le devis ne soit pas signé. Est-ce qu'il est signé, monsieur le maire, le devis pour réparer la poutre aujourd'hui ? Je pense qu'on est un peu sorti, voilà. on est un peu sorti de la question. Donc, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que notre église, vous êtes venu nous vendre donc une transformation d'église. Nous, l'église, on veut la garder et on veut surtout la mettre en valeur. On a aussi une association qui peut recueillir des dons, hein, défiscalisés. Monsieur le maire a dit il y a quelque temps qu'on ne pouvait pas recevoir de dons. Il nous a fait enlever un panneau qui était là pour recevoir des dons. Voilà. Donc il faut savoir qu'on est là pour recueillir de l'argent et faire en sorte que cet édifice vive et perdure. Voilà. Donc, on aura d'autres questions. D'accord. Tout à fait, mais je vous remercie de votre intervention, mais pour autant, le choix que nous avons fait, effectivement, peut être osé de venir à Belle-Île parler des églises, mais l'agglomération n'a pas du tout l'intention d'orienter les choix de la commune. C'est que la commune sera en effet libre de faire ses choix sur l'évolution de ce bâti, et on espère bien, en effet, que vous le ferez tous ensemble, ce choix, et que ce sera très participatif. Donc je souhaite qu'on puisse continuer notre échange. Merci. Nous aussi, parce qu'à la dernière réunion, monsieur le maire a dit qu'il n'avait aucun scrupule à déconstruire l'église quand même. Hein. Merci. Ça a été dit et filmé. Alors, on va... Alors, moi, je ne vends rien du tout, en fait, juste pour préciser. C'est juste des recherches qu'on a faites. Enfin, on n'a pas particulièrement de transformation d'église dans le Calvados non plus. C'est vraiment des questions qu'on se pose sur qu'est-ce qu'on peut faire dans les hypothèses où il n'y a pas de financement et où il y a, enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces bâtiments-là. Parce qu'il y a restaurer, c'est bien, mais restaurer pour quel usage, c'est aussi important de savoir. Par rapport au rideau, en fait, c'est pas quelque chose de très coûteux et ça transforme pas le bâtiment fondamentalement, en fait. C'est pour ça que c'est très, il suffit de le monter, de le baisser. Enfin, c'est pas un souci, quoi. C'est pas quelque chose de pérenne ou de permanent. Ensuite, sur la question des travaux, c'est important de de savoir quelles sont les priorités, de prioriser qu'est-ce qui est le plus important à faire. Enfin voilà, je pense que... Alors c'est exactement ça la question de la deuxième intervention, c'est restaurer pour quel usage. Donc c'est, je vais avoir 3 micros. C'est Jean Guervilly et David Crass qui vont présenter leur travail au couvent des Jacobins, puisque ce sont les architectes qui ont rénové le couvent et qui, à l'occasion de cette rénovation, se sont posé les questions de l'usage de la chapelle du couvent des Jacobins. Peut-être que certains d'entre vous l'ont pratiqué. Hein, c'est le centre de congrès de la ville de Rennes. Oui. Voilà. Donc alors Jean, David,
C'est à vous. Oui. D'abord, je voudrais préciser les choses. On est venu ici présenter un projet et pas du tout participer à un débat municipal. Ce n'est pas du tout notre souhait, en tous les cas. Voilà. Alors, le projet du centre des Jacobins à Rennes est tout à fait l'inverse des problèmes que vous avez aujourd'hui. Lorsqu'on était là-bas, on a eu un programme pour faire ce concours qui était beaucoup plus important que la capacité des locaux à les recevoir, ce programme. Les locaux étaient très petits, il y avait un plan d'urbanisme qui était très contraignant. Il suffit qu'on a finalement construit presque 60% de la surface en sous-sol. Hein. Donc on est venu creuser sous un couvent, on est venu déterrer des tombes, on est venu, faire des fouilles archéologiques, voilà. Et sur ce bâtiment, on avait un programme. Et lorsqu'on est architecte, ma foi, on essaye de faire rentrer un programme dans un lieu, un site. Là, c'était dans une ville. L'endroit était attractif, c'était un endroit qui était chargé d'histoire. Et en même temps, il y avait des difficultés, si vous voulez, c'est vrai, parce que c'était un programme très complet. Hein. Il y avait notamment une salle de 1000 places, il y avait une salle de 500 places à plat, il y avait une salle de 300 places, il y avait beaucoup de salles de commission, il y avait des espaces de restauration, il y avait des espaces d'exposition, enfin, tout ça était très grand, je crois que c'était 17 ou 18 000 mètres carrés à construire à cet endroit. Voilà. Alors, dans le programme, avec la conscience, ils avaient la conscience que finalement, on serait obligé sans doute de transformer les espaces existants. Nous, notre projet, je pense qu'on a gagné parce que c'était difficile, parce qu'on était contre les architectes reconnus mondialement, qui étaient Tadaando, Renzo Piano. Tadaando qui a fait son dernier bâtiment, c'est la Bourse du Commerce à Paris, pour Pinault. Autrement, Renzo Piano, c'est celui qui a fait récemment aussi le Palais de Justice à Paris. Voilà. Et Marc Barani, non. C'était un niveau qui était élevé et il était difficile. Et comme il était difficile, ma foi, on a eu une chance de gagner. Autrement, sans doute qu'ils auraient préféré prendre quelqu'un de plus connu que nous. Voilà. Alors, la réponse que l'on a faite, ça a été pour ce projet de mettre en avant tous les grands volumes existants à l'intérieur de ce couvent et de les réhabiliter. Voilà. On n'a pas eu un problème de savoir si c'était sacré, pas sacré. C'est vrai. Il ne fallait pas massacrer, oui. Alors, c'est vrai que comment ça s'appelle C'est vrai que la chapelle ou l'église qui était présente dans ce couvent était l'endroit où s'était fiancée Anne de Bretagne. Donc, c'était quand même chargé d'histoire. On a essayé de faire en sorte que ce lieu reste digne et ce soit plutôt un lieu de conférence et qui puisse servir aussi à des concerts, différentes choses, puisqu'il avait été, depuis la Révolution française, désacralisé. Hein, oui, on a oublié de dire que ce bâtiment, tout à fait au début, il a servi de caserne. Voilà. Et il est resté un peu caché à Rennes sans que les gens l'utilisent et sans que les gens savent d'ailleurs en quoi il était constitué. Voilà. Je vais te passer la parole si tu veux. Non. Bon, je prends le relais. Là, on voit la configuration finale, finalement, de ce projet. En fait, c'est une association d'une remise en état d'un bâtiment patrimonial, un couvent, avec des nouveaux ouvrages rendus nécessaires par le programme qui avait été décidé, non pas par nous, mais par la maîtrise d'ouvrage, qui avait eu un long débat et certainement une concertation très en amont pour faire accepter l'idée d'un centre de congrès dans un autre centre historique, avec tous les inconvénients que ça pouvait faire craindre à une bonne partie de la population, des riverains, l'encombrement des voies, le stationnement, trop de monde à la fois, etc. En fait, la métropole à l'époque a tenu bon et a imaginé ce concours. Alors, comme le dit Jean,
à l'inverse d'un appel à idées, nous, on avait un programme à respecter, avec très quantifié. Il n'y avait pas 1 mètre carré de trop. C'est ce que disait Jean, c'est qu'il a fallu construire beaucoup dans des espaces qu'on ne voit plus, puisque ça se passe en dessous, entre la surface et la ligne de métro, quand même. Alors, si on veut faire juste... pardon, je ne sais plus lequel appuyer. Alors, juste un tour pour montrer un peu tout de quoi est fait le... Vas-y. De quoi est fait l'ensemble. Alors, un couvent, c'est un cloître avec le jardin du cloître, c'est ce qu'on voit là, et tout autour des bâtiments qui contiennent la forme du cloître. Ça, c'est des photos prises au moment de l'inauguration quand Pinault, justement, a proposé de mettre en situation une partie de sa collection. C'est la sculpture est connue, hein, le petit garçon à la grenouille. Donc, on voit toutes les galeries qui entourent le jardin. Vas-y. Voilà, les galeries côté intérieur, qui sont une déambulation, on a repris strictement parce qu'il n'y a pas que nous, architectes, il y avait obligation d'avoir avec nous dans l'équipe un architecte, un ACMH, architecte en chef des monuments historiques, qui veillait justement à une stratégie. Nous, d'emblée, dans le concours, on a voulu jouer une certaine forme on va dire, de galanterie entre tout ce qu'on allait ajouter par rapport à ce qui allait rester et qui était remis en état avec pratiquement peu de... Enfin, il y a quelque chose d'un peu iconoclaste, c'est qu'on a fermé par des vitres les arches du cloître. Alors, traditionnellement, ça reste ouvert, mais là, il y avait des questions purement de confort par rapport au nouvel usage. Vas-y. Voilà, va en avant surtout. Voilà. Et on arrive à la chapelle, puisque aujourd'hui, on est juste là pour témoigner d'une action sur un des éléments, pas mineur quand même, mais quand même un des éléments, c'est tout, qui constitue tout le couvent. La chapelle, telle qu'elle est livrée, telle qu'elle est utilisée actuellement, c'est une salle qui correspond pratiquement à la largeur de celle dans laquelle nous sommes, mais avec une longueur un peu plus grande. On est dans 10 mètres de large, à peu près comme ici, sur 50 mètres de long. Ça a eu son intérêt, c'est qu'on peut profiter aujourd'hui de tout un espace scénique, l'arrière-scène, qu'on peut gérer avec une géométrie variable. Les seuls éléments fixes, ce sont les gradins, bien sûr, et la jauge est de 300 places. Là, c'est différentes configurations. Bon, c'est avant tout un centre de congrès, il y a beaucoup de colloques, mais ça peut servir aussi d'auditorium ou d'espace de spectacle. Là, il y a une scénographie assez sophistiquée. Et on n'a pas eu de problème de question de lumière, puisqu'elle est orientée que d'un seul côté, sur la place Sainte-Anne à Rennes. Et on verra pourquoi c'était intéressant de montrer cette photo des 4 arches, les vitraux. Vas-y. Continue. Voilà, une petite promenade, si vous voulez, dans ce qui a été refait. Bon, c'est un centre de congrès, mais un congrès souvent accompagné d'une forme d'exposition, selon la nature des congressistes. Il peut se dérouler plusieurs congrès en même temps, d'où la complexité du programme, c'était de rentrer toutes ces questions, parce qu'on a des très grandes salles. La plus grande fait 1000 places, la plus petite en grande jauge, c'est 300, et il y a une 20-25 salles comment on appelle ça, les petites salles de réunion, qui vont de 20 à 50 places, voire 100 places chacune. Entre les deux, c'est ce qu'on voit ici, voilà la partie ancienne, voilà le vide. En fait, la césure, nous, on l'a traité par un élément de jonction qui est un grand atrium, ça sert de foyer. La grande salle de 1000 places est à notre gauche. Au fond, la partie neuve, c'est toute la partie administrative avec un parking souterrain pour les exposants. Et on voit aussi le prieuré qui sert aujourd'hui maintenant, qui abrite les services de la direction du centre. Alors, différentes configurations, tout ça est pris pendant l'expo inaugurale de la collection Pinault. On est dans l'atrium, voilà le réfectoire des anciens. Voilà. La grande salle de 1000 places, c'est une salle avec des résolutions acoustiques assez subtiles et sophistiquées. On est quand même 15 mètres en dessous du sol et à peine quelques mètres au-dessus du métro qui passe en dessous. Voilà, champ et contre-champ. Vas-y. Dans la partie récente, il y a tout un système de structure qui suspend en fait, qui tient en fait tout l'ouvrage avec des hauteurs conséquentes. Ça, c'est une salle d'exposition et qui peut servir aussi de salle de banquet. Voilà, t'es allé un peu vite. Dans les étages,
ça sert aussi de grand espace d'exposition ouvert sur le centre-ville historique. Tout en haut, des salles de, je trouve plus le nom, des salles de réunion, voilà, avec une terrasse qui met en retrait l'attique par rapport aux riverains et aux autres bâtiments avoisinants, avec un horizon très large sur les toits de Rennes. Et voilà, vu de l'extérieur, l'endroit où les deux histoires se rencontrent. À droite, l'ancien bâtiment, et à gauche, toute la partie ajoutée, avec l'équivalent de la surface qu'on a ici au sol, qui se trouve en dessous. C'est le lieu de résidence de l'Orchestre de Bretagne, par exemple. Alors, si on regarde les plans, juste pour faire court, voilà l'ensemble. On est dans un tissu historique construit, assez vernaculaire. L'imposante église Bonne Nouvelle qui est arrivée sur le tard, le couvent initial et tous les ouvrages qui ont été rapportés, avec notamment toute la question de livraison des gros camions qui passent au-dessus en fait de nos ouvrages enterrés. C'est très compliqué. Vas-y. Voilà la forme du couvent historique classique. Vas-y. Notre chapelle qui occupe toute l'aile sud, elle fait 500 mètres carrés. On voit dans la coupe, alors attends, quelle coupe t'as mis, mais la suivante, ce sera mieux. Voilà. Ici, on a une coupe longitudinale sur la chapelle. Alors, on n'a pas eu à creuser dessous, mais il a fallu faire pas mal d'ouvrages de confortement. Et ici, on voit l'auditorium de 1000 places. Avec tous les... Alors ici, on voit la voirie des camions, mais je ne la trouve pas. C'est par là, voilà. Vas-y. Quelques vues du concours sur la chapelle, celle-ci, l'autre. Pourquoi l'autre? C'est parce que entre le fait qu'on soit désigné après le concours et l'APS, on a inversé tout le système d'organisation des gradins. Voilà ce qu'elle est aujourd'hui. On l'a remis un peu dans le bon sens, en fait. La rue d'Échange sur laquelle aspecte le bâtiment neuf, où il a fallu effectivement démolir. On voit l'église Bonne Nouvelle dans le fond. Toujours la rue d'Échange. Et alors, c'est là où commence le chantier. Il faut démolir avant de reconstruire. Là, on est dans le collatéral, qui était à ciel ouvert depuis des décennies. Et les engins arrivent, on creuse. Voilà. Juste pour l'anecdote, c'est tout le travail sur la salle de 1000 places. Vous voyez, il y a 15 mètres à peu près d'écart. Vous voyez les petits personnages. Donc, du sous-sol jusqu'au-dessus, c'est un gros chantier. Il y a eu 4 ans et demi de chantier en centre-ville, c'est beaucoup de travail et c'est surtout des reprises. Voilà, de reprises en sous-œuvre, de confortement, parce que c'est jamais simple un bâtiment existant. Il faut quand même analyser avant ce qui se passe, même s'il a tenu depuis 7 siècles, on n'est pas à l'abri de surprises. À l'intérieur, on enlève tout. Les militaires avaient installé des planchers intermédiaires, on a beaucoup stocké des vivres, du matériel. Il a fallu un peu rouvrir tout ça, voir un peu pour pouvoir faire un diagnostic encore plus appuyé que les études préalables, s'occuper de la remise en situation de tous les percements extérieurs. C'est des ouvrages qui durent un certain temps avec une noria de spécialistes, quelquefois des séquences intermédiaires assez belles avec l'échafaudage, le premier gradin qui arrive en béton, voilà ce que ça donne. C'est des moments assez, comment on va dire, esthétiquement parlant, intéressants. On aurait presque envie que ça reste comme ça. On est en pleine lumière. Là, la couverture a été déposée. Et on refait, pour finir, toute une charpente dans les règles de l'art de l'époque. Il y a beaucoup de précision. La drac est appelée à la cause systématiquement. Et progressivement, l'espace se dessine. On voit qu'on n'a rien enlevé, rien rajouté. Simplement le gradinage. Et on arrive un peu à la finition, puisque les 4 vitraux historiques deviennent le support de l'action Le 1% artistique. C'est un ouvrage d'un artiste tout en cuivre. Et la dernière chose, c'est un peu pas si anecdotique que ça, mais on est dans le collatéral qui jouxte la chapelle, vous voyez. C'est l'entrée par où venaient les moines, la seule entrée très discrète, très furtive. On passait d'un monde à l'autre. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y avait jamais eu de clocher. Personne n'a trouvé trace d'un quelconque clocher historique. Et le concours,
dans le programme, offrait aux concurrents la possibilité de créer une tour signal. Non pas une tour clocher, une tour signal. Donc on va terminer. Voilà. Et c'est cet élément-là qu'on a introduit qui sert aussi à la signalétique des programmes de l'intérieur du couvent. C'est un alu perforé avec plein de petites diodes derrière qui reproduisent les messages, le texte, les images. C'est tout. C'est terminé ? Oui, merci, pardon. Vas-y, garde le micro. Il y aura certainement des questions, j'imagine. Oui, il y a une question là-bas. Plutôt une remarque. D'une part, on est sur un bâtiment qui n'était pas une église affectée au culte, c'était un couvent qui n'était plus en usage depuis la Révolution. Donc on n'est pas du tout... pour ce projet-là, on ne dépendait absolument pas de la loi de 1905. Donc ça, il faut le noter. Il faut aussi noter que c'est un projet très important pour une métropole. Là, nous, on est censé réfléchir à l'avenir d'églises dans un milieu plutôt rural et avec des moyens beaucoup moins importants. On n'aura pas Pinault derrière nous pour financer... on n'imagine pas... à moi, on peut lui demander, mais bon... vous pouvez lui demander. Après tout, pourquoi pas, il faut essayer. Voilà, donc quand même, c'est un très beau projet. Hein. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'assister à des expositions dans ce lieu-là. C'est un magnifique espace. Ce qui serait peut-être intéressant de savoir, c'est, ils savent certainement, les architectes, le coût global, mais le coût plus précis pour la partie uniquement chapelle, ce qui était anciennement la chapelle du couvent. Cet auditorium de 300 places, si j'ai bien suivi, les travaux, est-ce que vous avez une estimation de ce coût-là ? La question du coût des choses. Oui, alors le coût général des travaux, c'est 78 millions d'euros, hors taxes. Hein. Voilà. Ensuite, le coût de la chapelle, comme ça, c'est plutôt une estimation que je vous donnerai, mais c'est aux alentours du 10-12 millions. Voilà. Comment ? Équipement compris, bien entendu. C'est vrai que la question est intéressante parce qu'on change de contexte, donc la question du coût des choses change aussi. Et là, on a l'impression que parce qu'on était dans un contexte patrimonial de très belle qualité, il n'y a quasiment pas de limite, parce que vous avez quand même construit sous le bâtiment patrimonial, vous l'avez mis en suspension, construit tout, c'est très savant. Non, il faut arrêter de dire ça. C'est pas qu'il n'y a pas de limite, si vous voulez, c'est un marché public, c'est un marché public sur lequel il y avait un coût d'objectif. Ce marché public, je pense que quand c'était au niveau du concours, je crois que l'estimation qui avait été faite par le maître d'ouvrage pour pouvoir faire ce travail était de 54 millions. On a rendu, nous, à 56 millions. Voilà. Et entre-temps, si vous voulez, ils ont préféré passer avec un système d'entreprise générale plutôt que des corps d'État séparés, ce qui a rajouté à peu près 12-13% au prix, si vous voulez. Voilà. Donc dans l'estimation. Et après, il y a eu quelques éléments sur place, si vous voulez, qui ont occasionné quelques plus-values, mais on a tenu ce marché, si vous voulez, dans le cadre, en dépassement qui était de la faute de la maîtrise d'œuvre, finalement, on était à 1,5% de dépassement par rapport au coût qui était annoncé. Donc, je veux dire qu'il faut arrêter avec ce genre de discours, parce que généralement, si vous voulez, ça commence par le coût d'objectif au départ, et puis à la fin, ça finit par le coût TTC, avec tous les trucs, tout ce qui est mis dessus, plus l'inflation n'est pas prise en compte. Là, on est sur des marchés de travaux qui sont révisés, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, vous allez vous en rendre compte, parce que ça a pris déjà 8 ou 9% dans l'année dernière. Donc, c'est quelque chose qui évolue tout le temps, si vous voulez. Donc, 5 ans ou 8 ans après, si vous voulez, le concours, dire, voilà, ça a coûté tant, alors qu'au début, ça coûtait tant, ça a doublé.
Ça, si vous voulez, c'est un discours de politique. C'est pas un discours de gens sérieux. Voilà. D'accord. Mais moi, J'ai pas voulu dire que les politiques n'étaient pas sérieux. Loin de là non plus. Tu l'as dit un petit peu quand même. Mais non, ce que je veux dire, c'est que l'aglo, finalement, a mis énormément de moyens. C'est pas la question du c'est pas Pinault. Oui, c'est ça. Mais alors, c'est vrai que parce que c'est la question que pose Madame. C'est entre un bâtiment en difficulté sur un territoire rural et un bâtiment patrimonial en centre de Rennes. Il n'y a rien à comparer. Si vous voulez, c'est pas comparable. Moi, je pense que là, nous, on est venu présenter, parce qu'on nous a demandé de présenter ce projet, mais ce n'est pas du tout comparable, si vous voulez, avec ce que vous avez aujourd'hui. Là, il y avait peu de place pour faire beaucoup de choses programmées. Ici, vous n'avez pas de programme avec beaucoup de place. Moi, c'est l'inverse, si vous voulez, voilà. Et pas de sous pour les faire, voilà. Donc. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur veut prendre la parole, mais je vous la donne, mais pas trop longtemps. Hein. Merci. Effectivement, ici, on n'a pas Pinot, on a Peanuts. Donc, comme on a Peanuts, j'aimerais que vous puissiez nous apporter des solutions. On veut bien que l'Église soit vouée à des expositions, à des concerts, etc. Donc, on attend surtout des réponses et puis des aides que vous puissiez nous donner aujourd'hui, des solutions. Et ce serait intéressant aussi que les mairies puissent se contacter entre elles, parce qu'il y a quand même différentes mairies dans le secteur qui ont rénové leurs églises. Moi, j'en ai contacté pour l'association de patrimoine bellilois. J'ai eu des réponses, notamment au Corlay, par exemple, qui m'a dit oui, effectivement, le cabinet Arcaeb est passé chez nous. La note était très élevée, mais on a engagé des travaux, pas forcément avec les prix qu'ils avaient annoncés, parce qu'ils ont fait faire des devis. C'est ça qui est très important. Il faut faire venir des entreprises pour faire des devis. Ce n'était pas classé. Et ils ont réussi à rénover leur église. Ils ne sont pas les seuls. Il y en a aussi à Plouagat, à Plounérin. Voilà. Donc, il y a moyen de le faire. Seulement, il faut aller chercher l'argent. Et on espère aussi avoir une réponse aujourd'hui, savoir qu'est-ce qu'on peut attendre de l'agglo en termes d'aide pour, effectivement, si on doit changer un peu l'affectation de l'église pour des expositions, tout c'est super, il faut le faire. Mais il nous faut de l'argent. Mona voulait intervenir aussi. Oui, justement, j'allais rebondir sur la question des dimensions et des tailles de collectivités. On ne va pas comparer, toutes choses égales par ailleurs, la métropole de Rennes et la petite commune de Belle-Île-en-Terre, et y compris la modeste taille de l'agglomération de Guingamp-Paimpol. Mais vous avez cité, monsieur, deux communes qui font partie des Côtes d'Armor, que sont Plounérin et Plouagat. Et effectivement, dans, on va dire, les 10 ans précédents, ces deux collectivités-là ont mis en place un référendum local pour solliciter l'avis de la population, puisqu'il était question de fiscalité locale et d'usage des deniers publics. Ça voulait dire une chose, que si on investissait beaucoup sur l'église de Plounérin d'un côté, celle de Plouagat de l'autre, il était bien sûr pas question d'investir ailleurs. Donc c'était un choix qui devait être porté et partagé par l'ensemble de la population, et pas uniquement par le maire et son équipe municipale à l'époque, mais c'est un choix. Et puis, par ailleurs, effectivement, le montant aujourd'hui des travaux sur ces bâtiments historiques est toujours conséquent, parce qu'il faut respecter l'esprit des lieux, il faut respecter les matériaux, il y a des entreprises spécialisées. Et puis, il y a la question de l'affectation. On voit bien aujourd'hui, il y a des débats assez nombreux, des séminaires sur les usages ou le devenir, notamment des églises du 19e ou du 20e qui ne sont pas concernées par la loi de 1901 et qui sont aujourd'hui parfois démolies parce que... Et on regrette parfois quand on voit les images, les photos anciennes, ces démolitions, parce que une volonté politique n'a pas existé, parce qu'il n'y avait pas d'usage possible ou d'usage imaginé. Et c'est vrai que c'est collectivement qu'il faut penser à ce devenir des églises, parce que les querelles de clochers, même pour les plus fervents des athées, ça existe, et que l'église du village, c'est quand même aussi l'identité du bourg, de la commune, de la paroisse, sachant que les communes ont succédé aux paroisses, et qu'une église qui est démolie, c'est vraiment le cœur du bourg qui disparaît. Et il faut essayer de sortir des conflits et des attaques, et essayer de s'en sortir par le haut, c'est-à-dire prendre le temps qu'il faut, réfléchir, faire des devis, imaginer des usages aussi avec l'affectataire qu'est la paroisse, de manière à ce que tout le monde y trouve son compte. Voilà, je voulais apporter ma petite pierre à l'édifice.
Monsieur qui veut... Bonjour, André Laster, je suis président de l'association des Amis de l'Église Notre-Dame-des-Fontaines de Pontrieux. Je voudrais faire un témoignage de quelque chose qui est en train de se passer et qui est très important. Et mon message va à l'attention des maires et des conseillers municipaux. L'église de Pontrieux est victime de la mérule. Mais ce n'est pas une fatalité, la mérule. Ça fait 30 ans que l'église de Pontrieux n'a pas eu de travaux. Et bien sûr, il y a des dommages sur la toiture, sur les murs, la charpente. Arrivé devant ce fait, l'église est fermée depuis 6 ans. Pourquoi elle est fermée depuis 6 ans? La commune de Pontrieux, c'est 1200 habitants, 1 km², une seule église, pas de chapelle, et un budget qui correspond à peu près, enfin un montant de travaux, pardon, qui correspond à peu près à 1 an du budget de la municipalité. Donc c'est insoluble. Et pendant 6 ans, nous avons discuté avec la municipalité qui était très ouverte pour réaliser les travaux, mais pas d'argent. Il y a beaucoup de possibilités d'avoir des subventions. Nous les avons explorées toutes les unes après les autres, ça prend du temps, jusqu'à penser que la Fondation Stéphane Bern œuvre aussi pour les éléments religieux. Nous avons monté un dossier une année, il a été refusé. Mais nous avons continué. Et l'an dernier, nous avons été élus par Stéphane Bern et nous avons eu une subvention de 300 000 € sur un budget de 600 à 700 000 € pour réouvrir l'église. Et là, partant de là, la municipalité a dit banco. Et les travaux sont actuellement en cours et on va avoir une ouverture fin d'année, début de l'an prochain. Bien sûr, vous savez ce que c'est, les travaux, les matériaux, les problèmes. Mais on a réussi. Et ce n'est pas compliqué. Quand on a la volonté, une bonne entente entre la municipalité et l'association, bien sûr, il y a eu des moments où c'était un peu compliqué, mais on a réussi parce que l'objectif, c'était de conserver l'église. C'est un élément de patrimoine. Et je vais vous donner une dernière information. Nous sommes en cours de classement. Nous allons essayer de faire classer l'église pour que la deuxième phase de travaux bénéficie de larges subventions de l'État. Voilà mon témoignage. Merci. Merci. Une piste encourageante, c'est bien. Peut-être que d'autres questions. Oui, madame. Je trouve que c'est très compliqué, mais je pense qu'une somme devrait être allouée tous les ans pour le patrimoine. Voilà mon opinion. Et cet argent pourrait peut-être être placé avec l'association, au nom de l'association. Je pense que c'est possible. Je demande si c'est possible. Une association peut-elle avoir un compte en banque? Je ne sais pas. Je suis vieille, moi. Oui, peut-être, monsieur le maire, vous voulez répondre sur ces questions de financement municipaux? Oui, je veux bien répondre. Bon, à juste titre, j'ai entendu dire... Fort. Oui, je veux bien répondre parce qu'à juste titre, j'ai entendu dire tout à l'heure, et je trouve ça très bien, ici, ce n'est pas un débat de conseil municipal qu'on doit tenir, et il ne faut pas qu'aujourd'hui ça aille là-dessus, par respect pour ceux qui ont organisé cette matinée. On est là pour parler du patrimoine. J'ai bien entendu ce que monsieur a dit pour Pontrieux. Et pour avoir échangé plusieurs fois avec Samuel Gaouya, que je rencontre en réunion à l'Aglo, on communique entre communes. Quant à dire mettre un budget pour le patrimoine, on le fait tous les ans. C'est un budget d'entretien. Mais bon, dans une commune, certes, on a une église, 2 chapelles, je parle du cas de Belle-Île-en-Terre. On a aussi, et les Belle-Îlois le savent, une salle polyvalente dans laquelle on a commencé des travaux.
où on est en difficulté aussi, puisque cette salle a travaillé et dans le mauvais sens. Donc, d'un budget de 100 000 euros à 200 000 euros, on arrive à un estimatif de travaux de 800 000 euros. Donc voilà, sachez aussi qu'il n'y a pas que l'église, on a d'autres points à voir. Donc c'est toujours bien d'avoir des gens qui ont des idées qu'on ne peut pas forcément respecter, parce qu'une commune est soumise au code des marchés publics. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je dirais un terme ici, on ne peut pas faire du travail aux plaques dans une église par une collectivité. Voilà, donc je voulais le dire. Il y a un budget qui est alloué pour le patrimoine. Moi, je pense que ce n'est pas une question, mais d'allouer une somme et de la mettre à la banque. Je connais un maire de Plougonvert qui l'a fait. Et à l'époque, je crois qu'il avait une somme tous les 2 ans. Et placée. Donc, je vous dirais qu'une commune n'a pas de banque. Une commune, son banquier, c'est la trésorerie. Voilà. Donc, et c'est au niveau de la trésorerie que sont gérés les deniers des collectivités. Eh bien, parlez-en lui, il est chez vous. Mais il avait un système. Et quand il avait la somme, eh bien, à Plougonvert, il a fait un travail important dans l'église. Voilà. Très bien. Monsieur qui voulait... Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Philippe, je suis vice-président des Amis du Patrimoine. Je suis un peu étonné de voir un débat comme ça, alors que ce que viennent voir les gens à Belle-Île et dans les petites communes et dans les grandes communes, ce sont le patrimoine, ce ne sont pas vous et moi. Je suis encore plus étonné, c'est surtout de voir que les gens, quand ils arrivent dans une commune, n'aient aucun point d'endroit pour aller voir le patrimoine et se renseigner auprès des gens. Le patrimoine sert à faire vivre la commune, c'est un des principaux atouts de la commune. En faisant mes visites, c'est-à-dire à peu près 2600 personnes à l'heure actuelle depuis 2006 qui m'avaient été demandées par l'ARSAT, j'ai été confronté à beaucoup de questions et surtout à l'entretien. Je suis toujours étonné de voir que l'église est fermée et que personne, que ce soit l'agglo, l'État, la commune, ne réagissent pas plus que ça. Et une question qui m'est très souvent posée, c'est comment ça se fait qu'on a classé en état de péril et que du coup, aucune entreprise ne peut venir faire des travaux parce qu'elle n'engagera jamais son entreprise de peur de couler la boutique. Je ne sais pas si dans la salle je sais qu'il y a de nombreux architectes qui se préoccupent du patrimoine. Peut-être qu'il y a, je ne sais pas si Dominique, tu veux répondre sur la question des procédures, sur la façon dont ça fonctionne. Bonjour, je suis Dominique Bonneau, je suis architecte du patrimoine. Alors pour l'église de Blois-Agathe, c'est moi qui l'ai rénovée, donc je sais bien dans quel contexte on était. Effectivement, il y a eu un référendum qui a conclu à la volonté de restaurer cette église. Et il y avait eu un diagnostic préalable qui était assez alarmiste, parce qu'il n'y avait pas eu d'entretien sur l'édifice, comme on peut le voir ici sur l'église Saint-Jacques. Et on a fini par tenir aussi le budget qui nous a été alloué par la commune pour faire notamment les travaux de clos couverts et de mise en sécurité du bâtiment. Après, la mise en culte a demandé un tout petit peu plus de temps. C'est vrai que la loi de 1905 fait que comme l'église n'était pas déconsacrée, il fallait la rendre au culte. Ce qui n'est pas le cas d'édifices dont on s'occupe aujourd'hui, même pour l'agglo Guingamp-Paimpol, qui est l'église la chapelle des Ursulines à Guingamp, où on va faire la salle d'assemblée plénière. Et grâce au fait qu'elle ne soit pas consacrée, effectivement, on peut imaginer autre chose que des objets du culte, et c'est ce qu'a montré tout à l'heure notre collègue du CIE du Calvados. Je pense que l'avenir des édifices, celui où nous sommes aujourd'hui, peut être aussi l'illustration de qu'on peut faire quelque chose d'un bâtiment de patrimoine religieux qui ne manque pas d'intérêt. Quand on regarde la structure de la charpente, les murs, on se rend compte que elle n'a pas eu d'entretien, mais que grâce au fait que ce soit un édifice qui a été bien construit, au 18e, il tient le choc. Au 19e, on a une maçonnerie qui est de moins bonne qualité, des couvertures qui souvent sont fuyardes et des charpentes qui sont de moins bonne qualité. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec une pathologie beaucoup plus importante.
Mais les montants dont on parle sont des montants. Alors après, il faut voir ce qu'on met dedans. Hein. On a des TVA, des honoraires, un tas de choses. Mais c'est vrai que ça monte toujours forcément beaucoup, puisqu'on est sur des édifices 19e qui ont été construits, qui sont très grands. Et aujourd'hui, le culte nécessite des édifices beaucoup plus modestes. Et il faut trouver une nouvelle affectation peut-être, ou une polyvalence en tout cas dans les bâtiments religieux. Bon, usage, on parle de l'assemblée plénière pour Aglo. Nous, on a fait une salle de rééducation fonctionnelle dans la chapelle des Châtelets qui était déconsacrée pour le centre de rééducation fonctionnelle à Saint-Brieuc. Et c'est de la rééducation fonctionnelle, donc c'est vraiment du médical à l'intérieur. Et ça a permis de sauver l'édifice, qui a fait débat d'ailleurs hein, au sein de l'association qui gère les Châtelets, puisqu'il était question de casser à un moment donné l'édifice. Mais qui dit casser dit aussi investir beaucoup d'argent dans un bâtiment qui, en clos couvert, était plutôt sain. Et ça a permis de trouver un programme pour lui redonner vie. Oui, bonjour à tous. Juste une petite remarque quant à l'avenir de nos églises, puisque l'avenir de la vie de l'église, on ne la connaît pas. Et si on désaffecte un certain nombre de bâtiments pour une autre vocation qui est tout à fait respectable, et demain, on aura peut-être une question contraire. Parce qu'on n'est pas capable de dire aujourd'hui où en sera l'Église dans 10 ans, dans 20 ans. Or, nous, on ne fait que passer et on se doit de penser à tout ça. Donc, c'est une question aussi, et pour toutes les petites églises qui existent, oui, dès qu'on fait un peu de travaux dedans, les chiffres montent très vite. Pour les petites communes, c'est pas facile à supporter. Mais comment on fait? Alors, c'est sûr que je pense qu'il faut avoir des échanges avec les uns, avec les autres, que ce soit avec l'Église, que ce soit avec les communes, que ce soit avec les associations. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut porter ces projets. Oui, juste une remarque aussi, parce qu'on parle tantôt d'église, tantôt de chapelle, de communauté religieuse. Faut savoir que c'est pas tout à fait la même chose et que c'est pas les mêmes droits de l'un à l'autre. Donc, quand on a une chapelle, même encore en usage, par exemple, là dernièrement, je suis allée voir une chapelle qui est une communauté religieuse, mais dans une maison de retraite aujourd'hui, puisque la communauté religieuse a vendu son domaine à une association qui en a fait une maison de retraite. Donc il y a une désaffectation effectivement de cette chapelle, mais d'abord c'est une chapelle, ce n'est pas une église paroissiale. Donc il y a un statut différent suivant sur quel bâti. C'est pas parce que c'est un lieu où il y a eu un culte que tous les lieux de culte ont la même, la même réalité en fait. Une église paroissiale a une réalité particulière que n'a pas une chapelle d'une congrégation, voilà. C'est juste une précision, ce qui explique pourquoi il est plus facile de faire des choses dans des chapelles de congrégations religieuses et de transformer et d'avoir une autre affectation dans ces lieux-là, que ce sera facile, et ce sera beaucoup plus difficile, pour une église paroissiale. Voilà, donc c'est juste un point que je voulais préciser. Merci. Oui, je voulais aussi apporter mon témoignage sur un autre sujet, c'est sur le financement des travaux dans les églises par les associations justement de sauvegarde du patrimoine. J'ai l'habitude de travailler avec elles. Et vous savez que l'Église ne peut pas, elle aussi, subventionner les travaux, puisque c'est la loi de 1905 qui nous en empêche. Hein. Mais nous encourageons en tout cas la création des associations de sauvegarde du patrimoine qui peuvent lancer des souscriptions au sein de la population, encaisser l'argent et promettre une subvention à la commune pour que la commune puisse faire les travaux, à condition que le conseil municipal
l'inscrive bien dans son budget et que ça soit bien fléché pour les travaux de l'église, par exemple. Voilà la démarche, voilà la procédure à faire, et ça marche très très bien. Et en plus, certaines associations peuvent, délivrer des reçus fiscaux qui permettent de réduire vos impôts à hauteur de 75% jusqu'au 31 décembre. Là. Après, ça redeviendra 66%. Et en plus, lorsque c'est impossible, on peut faire transiter l'argent par l'association diocésaine qui, elle, a le pouvoir de délivrer des reçus fiscaux. Et ensuite, on redonne l'argent à l'association. Voilà, c'est un peu compliqué, mais ça permet en tout cas de favoriser les dons puisque ça permet de défiscaliser. Voilà. Et puis, ça permet aussi de sauvegarder l'immeuble grâce aux travaux que la commune va faire. Merci pour cette précision. Je continue juste. N'hésitez pas à aussi solliciter le diocèse pour des questions d'aide à ce genre de projet. Alors on n'aidera pas financièrement, mais on peut aider d'un point de vue technique, c'est-à-dire donner des points d'appui, donner des solutions. Enfin, on travaille sur tout le département, et donc du coup, on entend aussi des choses qui se réalisent ailleurs, en dehors de Guingamp, Paimpol, agglomération, un peu plus loin, on voit d'autres réalisations. Donc on peut être aussi capable de vous dire, là, ici, c'est passé ça, ils ont fait comme ça, voilà. Donc on a cette capacité-là aussi, éventuellement, pour aider les communautés et les maires. Dernièrement, j'ai aidé le maire de Denrock pour le classement de son église. Donc c'est dans l'est du département. Mais voilà, donc on peut être là en appui. On n'aidera pas financièrement, mais on peut être là en appui technique. Enfin, oui, pardon, je n'ai pas dit qui j'étais. Je suis Joël Delfino, responsable de la commission diocésaine d'art sacré pour le diocèse. Voilà. Merci. Peut-être que ce témoignage peut clore le débat, à moins qu'il y ait d'autres questions. Mais là-bas, les mains se lèvent. Alors je voudrais vous apporter un témoignage un peu insolite parce que nous sommes des visiteurs de passage, nous sommes de Normandie. Mais il se trouve que je suis maire d'un village de 325 habitants qui possède une église du XIIIe et du XVIe siècle classée monument historique. Donc je peux vous apporter un petit peu le témoignage et le fonctionnement de ce que nous sommes en train de faire. En 2016, nous avons confié à un architecte des monuments historiques un travail d'investigation sur l'état de l'église et du coût des travaux envisagés. 2 millions d'euros en 2016. Le classement est un piège et en même temps un grand avantage parce qu'une fois classé, on peut obtenir jusqu'à 80% de subventions. Mais si vous n'entreprenez pas les travaux suffisamment vite et que l'église commence à se dégrader, on peut vous obliger à les faire d'urgence. Et dans ce cas, les subventions ne viendront pas aussi facilement. Mais sinon, je souscris à ce que j'ai entendu en ce qui concerne le financement, les subventions. Il faut aller vraiment frapper à toutes les portes. N'oubliez pas la Fondation du patrimoine également. Les associations, oui, parce que nous avons autour de notre église des vieux vestiges de verreries familiales autrefois menées par des gentilshommes verriers qui ont une association familiale et qui vont mobiliser de l'argent. D'autres associations de protection de l'environnement sont présentes. On peut arriver, je pense, en poussant les choses au maximum, à 90-95% de financement. Et puis, pour terminer, même quand on a 2 millions de travaux, on peut les découper en tranches. En ce qui nous concerne, on a voté une tranche de 600 000 euros. C'est à l'architecte de se débrouiller pour savoir exactement où il va découper le chantier. Et les 600 000 euros, financés à 80% par des subventions, ça laisse 120 000 euros à la charge de la commune. C'est lourd, mais c'est finançable. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage de l'étranger. Alors, est-ce que c'était la dernière intervention? Je ne sais pas. Il faut que ça s'arrête. Finalement, on va arrêter là, monsieur. On boit un coup après, c'est ça? Ah ben voilà. Oui, je veux juste dire que oui, l'objet de notre réflexion est bien de valoriser notre patrimoine à la fois déjà dans l'utilisation qui est la sienne, bien évidemment, loin de nous l'idée de désacraliser nos structures
Au contraire, ce qui est important, c'est bien comment, ensemble, on met l'accent sur la richesse de ce patrimoine, à la fois quand il sert à un usage cultuel, mais évidemment, ne pas laisser tout ce patrimoine riche tomber à l'abandon, et comment, dans notre imaginaire, on peut avoir d'autres usages quand il n'y a plus cet usage religieux. Donc voilà. Donc c'est un débat qu'on ouvre en fait aujourd'hui. On espère bien qu'on va aller de l'avant pour valoriser tout ce patrimoine très riche de notre territoire. Donc on peut échanger, continuer à échanger autour d'un verre. En effet, on vous invite à migrer. Monsieur le maire va nous indiquer où on doit se rendre. Voilà, à tout de suite.